Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Voyons tout de suite les titres. Vivre les Jeux paralympiques de l'intérieur, c'est l'opportunité offerte par l'État à 24 élèves du lycée de Tayarapunui. Un voyage qui se prépare activement du côté de la presqu'île. Nos équipes ont suivi les préparatifs. Annonce faite pour un chantier d'envergure à Mahina. Les écoles du premier degré de la commune seront toutes reconstruites dans les 10 ans à venir. Une remise à neuf supportée par la commune dont les finances se portent mieux. Elles ont mis en avant leurs plus beaux atouts pour une épreuve décisive. Les prétendantes au titre de Miss Tahiti 2024 ont passé ce matin leur grand oral. Une étape cruciale qui rappelle que l'esthétique physique ne fait pas tout. De la presqu'île à Paris grâce au dispositif Ma classe au jeu. Un groupe de lycéens a été invité dans la ville lumière pour une immersion dans les Jeux paralympiques. Une opportunité unique pour ces Iliens qui auront un programme chargé. Valentine Vassel et Mérité Atto les ont rencontrés avant le grand départ. Dernier jour de préparation et de répétition pour ces élèves du lycée polyvalent de Tayarapunui. Demain, ils s'envoleront pour l'Hexagone afin d'assister aux Jeux paralympiques. On a la chance de voir 4 activités très variées puisqu'on va aller voir du basket fauteuil, on va aller voir du para-athlétisme, on va aller voir de l'équitation et de la boccia, c'est une forme de pétanque aménagée. Au-delà des épreuves sportives, le programme de ce séjour est chargé. Croisière en bateau-mouche, visite de la Tour Eiffel, du château de Versailles, du musée du Quai Branly et même de l'Assemblée nationale avec la députée Nicole Sanquer. Le lycée de Tayarapunui est le seul établissement de Polynésie française à avoir été sélectionné pour ce programme. Une chance inouïe pour ces 24 jeunes issus de toutes les filières qui n'ont pour la plupart jamais quitté le territoire. On a voulu prioriser l'accès à la culture et l'accès au voyage à des élèves qui n'avaient pas cette possibilité à l'origine. C'est pour ça qu'on s'est adressé en priorité à nos élèves internes, à nos élèves qui avaient aussi des difficultés à se déplacer ou qui n'avaient pas l'habitude de se déplacer. Lors du séjour, les élèves présenteront un spectacle au ministère des Outre-mer et à la mairie de Levallois-Perret. Une belle façon de remercier leurs hôtes et mécènes, mais aussi de faire rayonner la culture polynésienne. L'intérêt de ce spectacle, c'est d'emmener la culture marquisienne en France, de montrer notre culture. Montrer qu'on est présent aussi et qu'on connaît notre culture et mettre de l'avant. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît vraiment les îles et chaque culture qu'il y a. Pour cet incroyable séjour, seuls les passeports et visas des élèves ont dû être financés par leur famille. Tout le reste est pris en charge par l'État. Rendons-nous à présent à Mahina, où une grande opération de reconstruction des écoles du premier degré va être lancée sur 10 ans. Une annonce faite hier soir au directeur de ces établissements scolaires vétustes, construits pour certains il y a plusieurs décennies. Laure Philibert, Mataï Horey. Elles accueillent près de 1200 élèves. Les écoles maternelles et élémentaires de Mahina ont toutes plus de 40 ans. Celle de Whareroy célébrera son demi-siècle dans quelques jours. L'école, d'abord baptisée Mahina 3, avait été officiellement inaugurée 2 ans plus tard. Parmi les premiers inscrits, l'actuel directeur. Moi, je suis arrivé ici en tant qu'élève en août 1975. Ça va faire 21 ans que je suis ici à Whareroy en tant que directeur et pour moi, c'est vraiment une grande fierté de revenir dans mon école d'origine. Après une mise sous tutelle en 2009 et des années de difficultés financières, la politique de rigueur menée par l'actuelle équipe municipale a porté ses fruits et la jeune génération en sera la première bénéficiaire. Une bonne nouvelle en cette rentrée. C'est une chose importante dans l'accomplissement de tout être humain, d'avoir une bonne éducation et la commune de Mahina participe. Financièrement, on accompagne tous nos écoles à faire de bons citoyens de demain. Donc la logique de soutien aux écoles y est. D'ici 2 semaines, un bureau d'études fera le tour des 6 établissements du premier degré de Mahina pour définir un ordre de priorité. Nutere, qui n'a qu'une cantine provisoire, et Whareroy,
sont en première ligne. On a été scolarisés là, mes enfants aussi étaient là, mais maintenant c'est mes petits-enfants qui sont là. C'est le moment peut-être de rénover l'école. On a besoin de reconstruire nos locaux. Déjà, c'est vrai, les salles ne sont plus aux normes. Et puis, c'est vrai, la vétusté des locaux, notamment ce bloc administratif. Et il y a plein de choses, c'est vrai, à revoir. Et on espère pouvoir évoluer dans des locaux plus modernes. L'école Amatariapo, la plus ancienne de la commune, fermée il y a quelques années, fera office d'école relais. Il y a l'ancienne mairie qu'on devra tout démolir. Voilà, il y a de quoi accueillir une école élémentaire, une école maternelle sur le site de Amatariapo. Des études ont déjà été faites. Aujourd'hui, le gros souci que nous rencontrons, c'est le manque de foncier dans toutes les communes. On va faire preuve d'imagination et de bon sens. Coût de l'opération, entre 300 et 650 millions de francs par établissement, financé à 95% par le Fonds intercommunal de péréquation. Mahina espère disposer d'écoles complètement neuves d'ici une dizaine d'années. Au volet éducatif toujours, l'Université de Polynésie était particulièrement animée aujourd'hui lors des traditionnelles Primo-Olympiades. Plus de 700 nouveaux étudiants se sont affrontés dans de nombreuses activités ludiques et sportives. Une journée organisée pour favoriser l'intégration de ces jeunes et leur permettre de mieux se connaître. Esther Parocorde était sur place. Ils se connaissent depuis à peine 3 jours. Ils s'amusent déjà ensemble. On est en groupe et tout, ça fait du bien. On rencontre plein de monde, franchement c'est très bien. Franchement, je suis très contente d'être ici. Rameurs, course de porteurs de fruits, l'esprit des Primo-Olympiades gagne étudiants et professeurs. Et ça, c'est les prémices, en fait, les Primo-Olympiades. On leur met les pieds à l'étrier pour que sur la fac, ils soient heureux, qu'ils aient une vraie vie d'adulte heureux. C'est également l'effervescence sur le parking. 700 étudiants en première année de licence défendent les couleurs de leur département pour décrocher le trophée des Olympiades. Bien, on fait que gagner là, 3 épreuves et 3 victoires. Franchement, on est bien. Les STS, on est en force, quoi, voilà. Et permettre cette cohésion dès le début de l'année nous permet effectivement de tisser des liens plus rapidement, nous permet de nous intégrer plus rapidement et ainsi ça peut être un meilleur facteur pour réussir notre année. Les mono-how des étudiants en 2e et 3e année, les professeurs et maîtres de conférences accompagnent toujours les primo-entrants. Ils sont tous bénévoles et favorisent la réussite tout au long du cursus universitaire. Parce que moi, par exemple, mes mono-how de l'époque, ils m'ont aidé tout au long de l'année, par exemple, à comprendre comment il fallait imprimer les feuilles à la BU, tout ça. Parce que le but, c'est de pouvoir les reconnaître après et de pouvoir les aider si jamais en cas de besoin. Pour nous, c'est super. Nous, moi, je trouve que je crois que c'est la 4e édition et du coup, ça nous permet aussi d'être plus proches des étudiants. Ils ne nous connaissent pas, donc ça casse aussi la barrière. Il n'y a pas la différence entre enseignants et étudiants. Tout ne tourne pas autour des activités sportives. L'administration se mobilise pour que ces nouveaux étudiants s'approprient le campus. Dans l'actualité sociale, 2e journée de mobilisation pour la trentaine d'agents de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Désabusés par la suppression annoncée de postes, ils se joignent une nouvelle fois à leurs collègues de l'Hexagone. Aujourd'hui, ils ont pu exposer leurs inquiétudes au secrétaire général du Haut-Commissariat, Xavier Maroutel, rappelant que ces agents accompagnent chaque jour près de 300 enfants sur l'ensemble des archipels. Ils dénoncent une incohérence dans l'utilisation des deniers publics et une inégalité de traitement avec la métropole. On écoute Vahiri Kong, secrétaire général du syndicat SNEPS-PJJ. Elle répond à Nicolas Pérez. On a rencontré le secrétaire général, donc M. Maroutel, qui nous a reçus, donc qui a été sensibilisé, qui est prévenu des conséquences. Mais en tout cas, il s'est engagé à faire remonter au ministère de la Justice et au ministre chargé des Outre-mer cette difficulté qui va impacter le territoire. Et nous, ce qu'on réclame au niveau local, c'est d'avoir le minimum. C'est pas quelque chose qu'on réclame de manière, en plus, c'est-à-dire que sur tout le territoire national, on a de l'hébergement, on a du milieu ouvert, on a de l'insertion et on veut juste qu'un mineur suivi sur le territoire national ait
et un mineur donc, sur le territoire sur la Polynésie ait le même type de suivi et les mêmes structures d'accompagnement. On réclame juste une égalité sur les territoires. Et juste en face, au palais de justice, un homme de 39 ans a été condamné à 3 ans de prison ferme pour une série d'agressions sexuelles et de vols commis à Punaouia. Tel un prédateur, il agissait les nuits de pleine lune et ciblait des femmes qui étaient seules chez elles. Retrouvez un article complet sur notre site tntvnews.pf. On enchaîne au Tonga. Les pays du Forum des îles du Pacifique veulent une force de police commune pour une sécurité renforcée en Océanie. Le financement de cette nouvelle police, la PPI, sera surtout australien. Les précisions de nos envoyés spéciaux Mike Lieral et Tiarenui Pahuiri Filippo. Ils sont plusieurs premiers ministres à l'annoncer ensemble, mais c'est bien l'Australie qui mène la cadence. Et les Mélanésiens craignent qu'elle joue sa propre partition politique pour gagner du poids face à la Chine. Car Pékin investit déjà dans la sécurité aux Salomon et cherche à le faire ailleurs. Cette police du Pacifique permettrait de former les agents de chaque pays et de disposer d'une force à déployer dans les îles qui le demanderaient. L'autre grand pays de la région soutient le projet. Nous avons tous des problèmes liés à la criminalité transnationale, par exemple les stupéfiants, l'augmentation des crimes dans la région. Avoir une solution pacifique face à un défi du Pacifique grâce à l'initiative politique est vraiment très important. À Tonga, par exemple, nous avons du personnel, nous avons notre programme de détection par les chiens et ce que nous voulons faire, c'est intensifier tout cela et nous sommes très heureux d'y consacrer davantage de ressources. Polynésie française et Nouvelle-Calédonie ne pouvaient pas signer cet accord puisque la sécurité est de compétence nationale. La France, elle, n'est pas membre du forum, mais sa police et son armée se coordonnent déjà avec les voisins. Elle est prête à soutenir cette nouvelle police par des experts ou des formations. On a aussi nos propres initiatives, telles que l'Académie du Pacifique. Il y a un dialogue au niveau technique très régulier entre les forces de police françaises et les forces de police australiennes sur un grand champ de coopération qui va de la lutte contre le trafic humain, le trafic de drogue, le terrorisme, enfin, la lutte contre le terrorisme. Et ça aussi, ça s'inscrit de fait dans les efforts du FIP pour ce qui est de cette Pacific Police Initiative. L'Australie compte financer la nouvelle police à hauteur de 30 milliards de francs. Un investissement salué par le Forum, même si les petites îles le savent, cet argent sert aussi à gagner de l'influence dans le Pacifique. Au Tonga, par exemple, Chine et Japon donnent des millions de dollars pour l'éducation, la santé et même les médias. Pour l'Australie, pas question qu'elle se glisse dans le domaine très sensible qu'est la sécurité. Et sachez qu'entrer en tant que membre à part entière dans le Forum des îles du Pacifique n'est pas toujours chose facile. La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ne sont membres que depuis 2016. À l'époque, certains leaders hésitaient à accueillir des nations non indépendantes, mais un homme, alors président des États fédérés de Micronésie, a permis aux 2 collectivités françaises de gagner du poids politique dans la région. Il s'appelle Peter Christian et on l'écoute au micro de Mike Lieral et Tiarenui Pahuiri Filippo. C'était probablement la bonne chose à faire à ce moment-là. C'était le moment opportun. Je présidais le forum. Ce n'était pas programmé. Personne ne s'y attendait. Même la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ne s'y attendaient pas. Et boum, il fallait le faire. Et c'est arrivé. J'en suis très heureux. Heureux que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française aient pu rejoindre le forum. Et aujourd'hui, je constate que ces pays participent en tant que membres à part entière. Et ça me réjouit. J'ai été heureux de réaliser quelque chose que personne n'avait réalisé dans les 10 années précédentes. Et je pense que ça satisfait tout le monde. Vous savez, l'océan qui pousse les vagues sur mon île, c'est le même qui amène les vagues jusqu'à Tahiti. Voilà un peu de glamour avant de se quitter. C'est un moment crucial pour les candidates aux élections de beauté et les prétendantes au titre de Miss Tahiti 2024 n'y ont pas échappé. Le grand oral des Oui pour eux tous s'est tenu ce matin à la mairie de Papeete, une étape décisive pour celle qui portera la voix de la communauté transgenre. Voyez ce reportage. Comment est-ce que tu te sens maintenant que c'est toi qui es au devant de la scène ? Elles se sont mises sur leur 31 pour se prêter au jeu des questions-réponses. L'enjeu est de taille pour les candidates de Miss Tahiti 2024, puisque les résultats du jour compteront pour 30% de la note finale.
Impeccables de la tête aux pieds, c'est aussi par leur beauté intérieure et leur faculté intellectuelle qu'elles doivent briller. Un exercice pas toujours facile face à un jury. C'est vrai que depuis jusqu'à ce matin, on était encore dans les préparations du make-up, de la coiffure et tout. Là, ça va. J'attends juste mon tour impatiemment. Je me suis renseignée par rapport aux actualités du Fénois, donc du coup à l'échelle locale et nationale aussi. J'ai hâte de le finir. C'est le seul état d'esprit que j'ai maintenant avant de passer devant le jury. Je ne me suis pas vraiment préparée, mais je me suis actualisée sur les faits du jour. Mais je pense que je ferai confiance à mon vécu. De la confiance, il en faut justement pour trouver ces mots. Que penser de l'intégration des trans dans une élection de beauté de femmes? Ou encore, le troisième genre définit-il correctement la communauté trans? Autant de questions qui peuvent rapidement faire la différence. C'était des questions plus sur mon île, basées sur le tourisme, sur mes passions, telles que la danse et le chant. Ils m'ont demandé de chanter. Pour tout avouer, je ne me suis pas du tout préparée. C'était au feeling. Et puis, je ne suis pas ma première élection, donc ça va. Je n'étais pas stressée. Pas vous mentir, je suis entrée avec un gros stress, mais tellement, moi je suis une personne qui a du répondant, donc c'est par là en fait que je me suis sentie carrément à l'aise jusqu'à me lancer. Et j'avais oublié en fait ce stress que j'avais avant de passer cette porte là-bas. Cette nouvelle promotion porte les couleurs des différents archipels polynésiens, mais c'est une communauté entière et une culture commune que la future Misty devra représenter. On attend que la Miss soit une femme qui n'ait pas peur de représenter notre Fénois, tant national qu'à l'international également. Tout comme pour une Miss Tahiti, une Miss Tahiti, on attend tout de même à ce qu'elles aient au moins cette fibre de la langue polynésienne, donc son savoir-faire ainsi que sa culture. Certaines candidates se démarquent déjà. Il faudra néanmoins attendre l'issue de la soirée d'élection prévue le 7 septembre pour savoir qui l'emporte. Le thème retenu est le tour du monde, un voyage d'une nuit prévu à la mairie de Papeete. Voilà, on termine en beauté ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, suivez les conseils de Noémie pour être bien dans son faré. Puis place au téléfilm L'incroyable embouteillage. À partir de demain soir, retrouvez Davidson Bennett pour vos éditions du week-end. Quant à moi, je passe la main et vous donne rendez-vous dans quelques semaines dans votre point d'information quotidien. Passez une excellente fin de semaine et une agréable soirée sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.